Et voilà. Eh bien, donc, nous sommes aujourd'hui à notre deuxième audition de la journée avec Raphaël Gérard, rapporteur de cette mission d'information parlementaire, et moi-même en tant que présidente pour vous auditionner. Nous venons d'entendre le préfet de région, Monsieur Cadeau, ainsi que la préfète et le DRAC, et nous sommes heureux maintenant de pouvoir vous auditionner au nom de la Fondation Notre-Dame. Et je vais donc peut-être vous laisser d'abord vous présenter et nous dire aussi le rôle de la Fondation Notre-Dame avant, après, malheureusement, cet incendie et le rôle, donc, en effet, que vous jouez à l'heure actuelle, avant que nous vous posions quelques questions. Je vous remercie de nous accueillir. Je m'appelle Christophe Rousselot, je suis délégué général de la Fondation Notre-Dame et je suis accompagné de monsieur Jean-Michel Mangeot qui m'a rejoint il y a peu pour faire face à l'étendue des travaux dont nous allons reparler. En ce qui concerne la Fondation Notre-Dame, eh bien, c'est une fondation qui aura bientôt 30 ans d'existence, qui a été créée à l'initiative du cardinal Lustiger. C'est une fondation reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que tous les sujets qu'elle traite, qu'elle finance, relèvent de l'intérêt général et non pas d'une dimension cultuelle. C'est un point évidemment extrêmement important sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir à travers 2-3 points. En 2019, elle aura soutenu pour 21 millions d'euros de projets divers. Ceci représente 450 projets qui sont d'abord et avant tout ayant trait à l'entraide et la solidarité pour des personnes en difficulté sociale et des familles, essentiellement en région parisienne, et ayant trait aussi à l'éducation pour 34%, à travers notamment les patronages, qui sont en général bien connus, pour des jeunes en difficulté, ou en tout cas qui n'ont pas forcément toutes les chances de pouvoir avancer dans la vie. Et 15% de ces fonds descendus en 2019 sont autour de la culture. Il faut l'entendre sous un sens très large, ce n'est pas l'objet du détail d'aujourd'hui. Alors, il y a par ailleurs 50 fondations qui sont sous l'égide de la Fondation Notre-Dame, puisqu'elle est abritante depuis 2008. Il y a 33 fondations privées qui sont montées par des particuliers qui ne sont pas forcément très fortunés, mais qui décident de créer une dotation pour financer les projets d'intérêt général à Paris, en France ou à l'étranger. Et puis, il y a 17 fondations qui font appel public à la générosité, notamment une fondation qui s'appelle Avenir du patrimoine à Paris, qui a été créée en 2014 et qui a pour objectif d'aider la ville de Paris, à travers son devoir de propriétaire un peu plus de 80 églises classées, de l'aider en trouvant du mécénat pour des projets correspondant au programme de la ville sur les églises, quelques-unes des églises. C'est ainsi que cette fondation Avenir du patrimoine a 12 fonds correspondant à 12 églises différentes, comme Saint-Augustin, Saint-Eustache. Et par ailleurs, depuis quelques années, nous avions créé un fonds Cathédrale de Paris, pour permettre de trouver du mécénat, pour inciter cette fois, non pas aider, cette fois non pas la ville, mais l'État, dans ces travaux de la cathédrale, qui à l'époque étaient évalués, sauf erreur de ma part, à environ 150 millions d'euros. Et c'est ainsi que ce fonds Cathédrale de Paris, sous égide de la Fondation Avenir du patrimoine, a pu aider au financement d'un arc-boutant, de sa restauration. Alors, nous sommes avant l'incendie. Et au mécénat des apôtres autour de la flèche qui ont quasi miraculeusement, comme vous le savez, été ôtés 2 jours avant l'incendie. À ce stade, juste, vous pouvez nous dire, donc, donc en fait, c'est pas une chance, mais finalement une anticipation dans le cadre, donc, vous venez de rappeler, d'une des fondations des 50 qui sont sous l'égide de Notre-Dame, des travaux donc, que vous avez pu apporter, et du mécénat. À ce stade, déjà, un point sur le mécénat dont vous bénéficiez, et la part du mécénat après, par rapport aux travaux de restauration de Notre-Dame. Comment, non seulement le mécénat, mais les dons. Comment ça se répartit, puisque vous en êtes sur la partie où vous avez pu faire des travaux à ce moment-là. Donc la part du mécénat et des dons, parce que je pense que vous faites bien la différence entre les deux, entre les mécénats d'entreprise, les dons. Bien sûr.
Là, vous me posez la question pour l'ensemble de ce qui s'est passé depuis l'incendie, hein, c'est bien ça? Oui, éventuellement avant, mais enfin, ce qui est important pour nous, en effet, Je vais c'est vous depuis la donner restauration. tous les chiffres essentiels à clôture du 31 décembre 2019. Donc, je vais vous citer un certain nombre de chiffres. J'essaie d'y aller à peu près lentement et en arrondissant un tout petit peu pour les derniers euros. Alors, nous avons collecté à ce jour, quand je dis bien collecté, c'est de l'encaissé net, 51 706 000 euros. Je pourrais revenir à des répartitions après si vous voulez. La collecte grand public sur ces 51 millions d'euros représente 21 422. Et ceci représente 56 675 donateurs. Ces 51 millions d'euros sont notamment constitués par le mécénat de Monsieur Arnaud, groupe Arnaud, et du groupe LVMH pour 200 millions d'euros, famille Arnaud, groupe Arnaud, et LVMH 100 x 2. Du don de messieurs François et François-Henri Pinault pour 100 millions d'euros, de la région Île-de-France pour 10 millions d'euros, et puis de la Fondation Michelin, même si on est sur des sommes inférieures, la Fondation Michelin s'est engagée pour presque un peu plus d'1 million d'euros sur 3 ans. Voilà. Et certaines de nos fondations abritées sous égide de la Fondation Notre-Dame ont déjà concouru en apportant pour diverses fondations 51 000 euros. Nous avons une fondation qui s'est créée qui s'appelle Fondation Le Chemin du Samaritain et qui a apporté déjà 700 000 euros. Et la fondation Bouygues, qui est une fondation créée par messieurs Martin et Olivier Bouygues, dont c'est une fondation familiale, a apporté 10 millions d'euros, enfin a déjà versé 500 000 euros sur les 10 millions qu'ils ont promis. Excusez-moi, au niveau des collectivités, vous n'avez cité, si j'ai bien compris, que la région Île-de-France et les 10 millions. La ville de Paris et d'autres collectivités, je crois, à travers la France, avaient fait. Est-ce que c'est passé par vous ou par un autre biais, ces dons? 260 000 euros représentant les collectivités, des villes petites ou moyennes partout en France. Donc, bien qu'important, c'est quand même marginal. S'agissant de la ville de Paris, eh bien, il y a eu un vœu, je crois, du Conseil de Paris avant l'été évoquant la somme de 50 millions d'euros qui n'a pas été à ce jour versée. Et il ne m'appartient pas de commenter quoi que ce soit en la matière, mais ceci n'a pas été versé jusqu'à présent. Il n'a pas été voté. Il n'a pas été formellement voté à ma accepté. connaissance, oui. Il n'a pas été adopté par la municipalité actuelle. Ce qui est important, en effet, c'est de faire un état des lieux et de voir quand même cette chaîne de générosité qui s'est... Alors, je pense en complément, parce que c'est évidemment un point clé de notre métier qui est de collecter des fonds pour financer des projets. Et comme vous l'avez compris, ce dramatique incendie qui nous a amenés à... Parce qu'on s'intéressait un peu à la cathédrale avant, évidemment, mais de façon marginale par rapport à nos activités habituelles, tournées vers des personnes en difficulté. Ceci a pris une part importante de nos activités, puisqu'il fallait bien faire face aux choses. Et à cette somme de l'encaissé que je viens d'indiquer, il faut ajouter les engagements fermes nets à recevoir qui s'élèvent à 314 millions d'euros. Donc si j'additionne les engagements fermes dont je parle, dont nous sommes sûrs, hein, très souvent on me dit mais est-ce que vous êtes sûr que les gens vont verser, etc. Il y a un débat là-dessus. J'indiquais souvent que compte tenu de la notoriété, comme on dit, de la signature des gens qui s'engageaient de vive voix à cela, je n'avais pas de doute, j'avais des mails et des courriers par ailleurs dont je n'avais pas à faire état, mais je ne doutais pas un instant que tout le monde honorerait sa signature compte tenu de la notoriété des personnes. Donc ce qui fut le cas à travers des conventions, donc nous sommes employés à monter beaucoup de conventions concrétisant cet engagement dans la durée. Et donc si j'ajoute l'encaissé que j'ai évoqué tout à l'heure et ces 314 millions d'euros, nous en arrivons à un total de 369 millions d'euros, 915 000 euros, que j'arrondis, si vous voulez bien, à 370 millions d'euros. Voilà. Avec ces dons, est-ce que vous avez... quelle est votre capacité à pouvoir après être présent dans l'évolution du chantier? Quel est votre lien avec l'établissement public? À quel moment êtes-vous pris en compte dans... Est-ce que vous êtes... quel est votre rôle
Ce à quoi vous êtes... On est dans une situation bien particulière qui a échappé à personne, puisque le métier d'une fondation, c'est d'étudier des projets et de vérifier leur bien fondé, de poser une série de questions. Évidemment, là, on ne se trouve pas exactement dans un format habituel, indépendamment du caractère exceptionnel du sujet qui est l'incendie de la cathédrale, puisque nous versons un fonds de concours de l'État, et donc nous avons à voir avec la nomenclature budgétaire de l'État. Donc déjà, ça nous place dans un horizon, un univers qui n'est pas du tout le nôtre habituellement. Et ceci dit, après, le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire un reversement pour l'essentiel des sommes collectées pour la restauration de l'édifice, et il n'appartient pas à la Fondation Notre-Dame de décider ce que sera cette restauration. Lorsque vous avez auditionné Monseigneur Benoît de Sinetti, je crois qu'il vous a expliqué qu'il était membre du conseil d'administration représentant l'archevêque, conseil d'administration de l'établissement public, et c'est dans cette enceinte que pourront se discuter, se décider, je ne le sais pas, mais en tout cas être évoqués un certain nombre de sujets en référence à la question que vous posez, madame. La Fondation Notre-Dame, pour ce qui la concerne, peut toujours avoir un avis, disons, personnel sur, pour les membres qui la composent, sur les projets architecturaux, mais la Fondation n'a pas de rôle particulier. En revanche, s'agissant de l'information des donateurs, et c'est là où la différence peut se faire de manière importante, nous avons un vrai rôle d'information, et de ma vie de collecteur de fonds, je n'ai jamais vu autant de dons assortis de lettres, de vraies lettres, parfois longues, de courriers ou de dons via le net. On en a reçu énormément, on continue à recevoir, avec des mails accompagnants et donnant les raisons pour lesquelles ils nous donnent. Donc c'est des raisons très personnelles, souvent chacun a une histoire avec Notre-Dame très particulière, et des Français comme de l'étranger, et du bout du monde aussi. Et si je résume en une phrase, parce qu'ici il faut résumer les choses à l'extrême, les gens nous donnent parce qu'ils nous font confiance. Pourquoi est-ce qu'ils nous font confiance? Parce qu'ils se doutent, ils se supposent que notre rapport avec l'État, ça rejoint votre question, va être de nature à ce qu'il ne se fasse pas n'importe quoi. Alors c'est quoi, pas n'importe quoi? Je renvoie à des débats ultérieurs qui auront lieu sur la forme de la flèche ou ce qui pourra être choisi. Il ne m'appartient évidemment pas du tout d'en décider en quoi que ce soit, enfin d'émettre un avis sur le sujet. En revanche, il faudra qu'on apporte une information aux donateurs sur ce qui se fera. Alors il y a un comité des donateurs que l'établissement public doit réunir, ou du ministère de la Culture, qui jouera un rôle assez important pour la diffusion de l'information. Mais moi, je suis très attaché à ce qu'un comité de suivi, qui a été prévu aussi par la convention cadre que nous avons signée avec le ministère, puisse être mis en place. Qu'est-ce que c'est que ce comité suivi? Eh bien, c'est 7 ou 8 personnes qualifiées, représentant les fondations et les mécènes, qui vont poser une série de questions à ceux qui dépensent l'argent pour l'édifice, sur la façon dont c'est dépensé. Personne n'a le moindre doute sur le fait que l'argent irait ailleurs, ce n'est pas le sujet. En revanche, dans le budget que nous avons travaillé avec la DRAC, qui nous mène jusqu'à juin 2020, budget actualisé à 85 millions d'euros, eh bien, nous devons pouvoir répondre à une série de questions sur l'emploi. Vous avez par exemple 4 millions d'euros sur les aléas, ou bien plusieurs lignes qui ont trait au financement de l'établissement public. Je ne porte aucun jugement sur le fond, sur le bien fondé de ces lignes, vous m'entendez bien jusqu'au bout. En revanche, nous devons pouvoir répondre sur la consommation de ces lignes de crédit. Et moi, je suis assez convaincu sur l'idée que nous ne pouvons pas le faire en comité de donateurs à 20 ou 25, vous voyez, parce qu'il y a des questions à poser sur les travaux. C'est un édifice dont le chantier est très complexe, comme vous le savez. Et donc, eh bien, ce sont notamment des hommes de l'art qui doivent poser des bonnes questions pour comprendre du mieux possible la façon dont l'argent est dépensé, pour que nous puissions l'expliquer. Et moi, j'ai plusieurs mécènes qui m'ont vraiment demandé cela. Alors, tout à l'heure, vous nous avez bien expliqué que Monseigneur Aupetit est représenté par Monseigneur de Sinetti au conseil d'administration de l'établissement public. Ça veut donc dire une voix, d'accord? La Fondation a une voix. Et que parallèlement... Le diocèse, c'est le diocèse de Paris qui est représenté. Monseigneur de Sinetti est par ailleurs administrateur de la Fondation Notre-Dame, donc on peut supposer qu'il... Voilà. Mais en tout état de cause, voilà, votre fondation est bien présidée par Monseigneur Aupetit. Oui, absolument. Voilà. Oui.
c'est juste par rapport à vos donateurs, dont j'imagine la difficulté, parce que je crois que lorsqu'on donne un don sur votre site, on peut déjà préciser vous poser des questions qui permettent d'assurer le donateur que ça va à tel endroit, ça peut être le mobilier, ça peut être voilà, le donateur va à une assurance où va aller son don, et si jamais ça n'est pas pour telle restauration, il peut aller sur autre chose. Après, comme vous l'avez dit, je pense que quand il y a plusieurs possibilités de donner un don et qu'on donne à Notre-Dame, la plupart, ou pas, d'ailleurs je ne sais pas, peut-être je fabule, des donateurs se disent, bon, bah là, on le met vraiment au cœur de ceux qui vont être dans la protection de Notre-Dame. Or, la difficulté est que ce n'est pas vous qui allez décider, et donc, est-ce que dans les donateurs, dont vous dites que c'est souvent accompagné de courriers et de mails, est-ce qu'il y a des souhaits qui sont émis du devenir du chantier, donc par définition, entre autres, de la flèche, puisque c'est surtout vers cela que la polémique éventuelle peut continuer d'exister. Est-ce qu'il y a, vous sentez une volonté où les gens vous disent à l'identique, parce que si les gens vous donnent 100 euros, 1000 ou 10 millions, ils ont bien quelque part une envie particulière de voir cet argent mis dans une reconstruction ou une rénovation, pardon, de Notre-Dame. Est-ce que ça existe? Parce que on est sur une ligne de crête entre ceux qui donnent et qui éventuellement seraient déçus d'avoir donné parce que ça n'est pas comme ils auraient souhaité que ce soit. Cette question a été, dans les semaines qui ont suivi l'incendie, très très présente, notamment liée avec les débats sur la loi, notamment dans l'hémicycle au Parlement, ici, sur le à l'identique. Et donc les courriers se faisaient beaucoup le reflet de ça, effectivement. Je dois dire que ceux qui ont demandé une affectation, enfin conditionné leur don, est vraiment très très faible. Nous avons classé tout ça d'une façon très physique, avec des boîtes de couleurs, rouge, bleu, jaune, etc. Non pas pour le plaisir d'avoir des choses en soi bien classées, mais parce que la Cour des comptes que nous avons déjà reçue, en premier, j'ai reçu le questionnaire de la Cour des comptes pour ce premier contrôle, va regarder tout ça avec beaucoup d'attention. Et donc, quand il y a des dons affectés qui sont très marginaux par rapport à l'essentiel, eh bien, on doit tenir compte de ce qu'ils nous auraient demandé. Mais c'est extrêmement faible, et ce qu'il faut retenir, c'est que la quasi-totalité des gens ont fait un don avec l'esprit que la cathédrale reste la cathédrale telle qu'on l'a connue comme un bâtiment, voilà, à caractère cultuel, avec une affectation au culte catholique, ce qui n'est pas remis en cause, évidemment, compte tenu de la loi, bien entendu. Mais c'est dans l'esprit, vous voyez, de ce qu'ils nous écrivent. Ils ne conditionnent pas leur don à tel point précis. Et je dirais heureusement pour tout le monde, parce que ce serait très compliqué à traiter de tous les côtés qu'on se trouve. Hein. Voilà. Micro, voilà. Pardon. De fait, comment est-ce que vous allez gérer ces dons un peu particuliers qui étaient assortis de conditions? Vous allez les flécher vers d'autres éléments de la restauration, ou vous les gardez en attente? Pour être précis sur cette question sensible, quand il s'agit de la restauration de l'édifice, si quelqu'un l'a conditionné à un point très précis, eh bien nous verrons le moment venu, quand les choix auront été faits, s'il faut rembourser ou pas cette personne. Et alors on pourrait se dire, mais c'est un travail considérable. C'est vrai que par théorie, c'est un travail considérable. Dans la pratique, nous sommes au mois de février, je ne m'affole pas sur ce point-là, ce serait très peu de remboursement. Cela dit, j'ai reçu quelques courriers la semaine dernière de personnes qui commencent à avoir des informations sur la façon dont les dons peuvent être utilisés en général, sur le financement de l'établissement public et sur des questions qui peuvent se trouver, sur lesquelles moi je n'ai pas de jugement à porter en tant que tel. Et y a des gens qui demandent le remboursement de leurs dons, et ce qu'on fera à titre individuel par définition. Mais ça n'ira pas forcément très loin, vous voyez. Et l'autre point, en complément de la question, et par rapport à ce que vous disiez, madame, sur ce qui est possible sur le site internet ou des documents qu'on a pu diffuser. Le choix 1, c'est la restauration. Et par défaut, quand on reçoit un chèque, il va à la restauration de l'édifice.
on ne s'interroge pas, on n'interprète pas le don si la personne ne précise pas qu'elle veut le donner pour le projet d'exposition qu'on a à l'Hôtel-Dieu ou pour musique sacrée, le chœur liturgique que nous cherchons à soutenir, puisque sinon dans 2 ans il n'y aura plus de chœur liturgique, ou bien le projet d'aménagement du parvis quand nous aurons les autorisations nécessaires. C'est-à-dire, et la Cour des comptes va contrôler ça, je pense, et c'est son travail, c'est absolument normal, et je n'ai aucune inquiétude, si vous voulez, par rapport à tout ça. Tous ceux qui donnent pour ça, c'est dûment tracé et documenté dans nos tablettes. Et pour l'essentiel, je connais précisément le montant que nous avons collecté à ce titre, et que je peux tout à fait vous indiquer. Il est précisément de... sur la collecte grand public de 281 000 euros, voyez, à mettre en regard de 21 422 euros. Voilà. Et donc, c'est sur 281, c'est documenté. Voilà. Il est clair dans les polémiques qui peuvent surgir ou qui sont déjà survenues sur ce chantier, il y a en effet interrogation sur le fait que des dons iraient financer l'établissement public et entre autres des salaires. Donc par rapport à cette situation, quelle est votre position et qu'allez-vous faire sur ce sujet ? Bon, j'ai pas de commentaire à faire sur ce point-là, puisque cette collecte est faite encadrée par la loi, comme vous le savez, que vous avez votée, enfin, que l'Assemblée nationale a voté. Donc j'ai pas de commentaire à faire sur l'emploi des fonds de l'établissement public. En revanche, je peux citer le choix de telle fondation, de Monsieur Martin et Olivier Bouygues, qui ont décidé d'affecter sur les 10 millions qu'ils vont apporter les fonds exclusivement aux travaux. Et moi, je leur évoquais aussi la nécessité pour l'État de faire appel à des architectes très spécialisés, comme quand il y a des chantiers de cette espèce-là, qui ne correspondent pas au back-office, si vous me permettez l'expression, de l'établissement public, mais à des profils de professionnels indispensables sur du patrimoine. Donc, il y a des salaires qu'ils financeront à travers ce don. Mais en revanche, l'appareil de l'établissement public en tant que tel, je peux en faire état ici, le choix a été fait, pour eux en tout cas, de ne pas le financer. Ça veut dire que j'ai des discussions avec des mécènes ou des grands donateurs qui m'amènent à leur dire qu'il peut y avoir cette possibilité quand ils me posent une série de questions sur l'emploi des fonds. Excusez-moi, mais pardon, juste pour terminer sur la question que j'ai posée préalablement, parce qu'elle est importante et elle émane quand même d'une phrase, d'une déclaration du ministre sur le fait que les fonds seraient utilisés pour participer au salaire, au fonctionnement de l'établissement public. C'est quelque chose qui a quand même étonné beaucoup de monde, car je ne pense pas que les gens aient donné à ce moment-là, surtout que nous attendons à ce stade de connaître les montants des différents salaires. Donc, vous dites c'est la loi, mais dans la loi, il n'y a rien, ou alors ça m'aurait échappé, qui précise quoi que ce soit sur ce sujet, puisque... Donc, quelle est votre position si on vous demande, ou que vous apprenez que ces fonds que vous reversez vont par rapport à vos donateurs, quelle est la marge de manœuvre? Donc, vous partez du principe que s'ils n'ont pas précisé quoi que ce soit, que c'est pour Notre-Dame, ces dons peuvent donc aller vers l'établissement public sans traçabilité du fait que ce soit ou pour la restauration ou pour alimenter l'établissement public. Je comprends très bien votre question, madame, mais dans la logique du fonds de concours tel qu'il est organisé par la loi, il y a peut-être des précisions, je ne connais pas le décret par cœur, mais je crois que c'est peut-être dans le décret d'ailleurs, à la réflexion. Je n'ai en tant que Fondation Notre-Dame, je n'ai aucune influence d'aucune sorte, si vous voulez, pour intervenir sur cette dimension-là. Et je reviens sur le point précédent. Dans les discussions avec des donateurs, l'exemple que je viens de prendre, je pense, est assez éloquent, puisqu'il porte sur la somme de 10 millions d'euros donnée par messieurs Martin et Olivier Bouygues. Eh bien, dans ces cas-là, des mécènes décident d'affecter par rapport... Voilà. Je m'interroge sur l'économie globale du dispositif qui a été mis en place. Dans le texte de loi qu'on a adopté, on a mis des bornes très précises de contrôle, notamment par la Cour des comptes, et de présentation de ces contrôles, des résultats de ces contrôles aux deux assemblées,
qui sont inscrites de mémoire dans le dur de la loi. On voit au travers des différentes auditions qu'on a pu mener, on l'a encore vu avec le préfet tout à l'heure, que par exemple, on a dû renforcer les équipes de l'établissement public et de la maîtrise d'ouvrage par une équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le plomb, parce que l'expertise n'était pas suffisante au sein des équipes existantes. Il a fallu donc adosser une assistance à maîtrise d'ouvrage sur les problématiques du plomb, qui sont aujourd'hui un peu le fil rouge de ce chantier qui a été retardé du fait des problématiques de plomb. Donc est-ce qu'il appartient aux fondations qui collectent les dons de décider que ça fait partie ou non de l'économie générale du projet et que ça fait partie des postes qui doivent être financés par les dons qui ont été recueillis, que ce soit par vous, par la Fondation du patrimoine ou le CMN, ou est-ce que c'est le rôle de la Cour des comptes, a posteriori, de dire qu'effectivement, tel type de charge de l'établissement public n'aurait pas dû entrer dans le cadre de la souscription nationale, mais être pris sur le budget de l'État ou sur d'autres formes de contribution. J'ai le sentiment que la réponse est plutôt là, que c'est pas aux fondations qui collectent de décider ce qui est du ressort ou pas de l'établissement public, mais plutôt à la Cour des comptes de s'assurer que le dispositif il est bien bordé et que l'établissement public affecte les dons au bon endroit. Mais j'ai cru comprendre, vous avez raison, que la Cour ne manquera pas de faire des observations si elle estime que telle charge n'a pas à intervenir sur ce type de budget. En ce qui concerne le budget de 85 millions d'euros que nous avons travaillé avec la DRAC, enfin qui nous a été présenté, justement, il était passé de 60 millions du mois de mai de mémoire au mois de juin à 85 parce que justement, il y avait d'une part le renforcement des arcs-boutants avec les cintres. Ça, c'était une dépense qui avait été évoquée au départ, mais pas formellement décidée dès le 17 avril. Et puis, les travaux liés au plomb, enfin, le renforcement du contrôle qui alourdissait la note. Dans une vie précédente, un certain nombre de budgets, de gros budgets sur des gros chantiers. Cette enveloppe d'aléas, elle est justement là pour ça, dans les budgets prévisionnels, pour venir répondre à ce type de situations qui n'ont pas forcément été anticipées et qui se révèlent au fur et à mesure du chantier. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas d'anomalie dans le fait qu'on vous présente un budget avec un poste conséquent d'aléas qui, en général, est un pourcentage du budget global en fonction de la complexité du il faut bien pouvoir expliquer aux donateurs comment ont été employés ces aléas et que, plutôt que ce soit une interprétation en commentaire de notre part, que cette information nous soit donnée à bon niveau, au bon moment, quoi. Voilà. Alors, si je me réfère, parce que c'est l'objet de cette mission, de voir comment est appliquée la loi que nous avons votée, pour qu'on soit bien clair et par rapport aux personnes qui ont en tout cas l'intérêt de suivre cette audition, et qui n'ont pas obligatoirement le texte sous les yeux que nous avons voté. Je veux donc juste rappeler l'article 2, que nous soyons bien d'accord. Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont exclusivement, c'est bien écrit, exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'État est propriétaire, ainsi qu'à la formation initiale et continue de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises par ces travaux. Et il en suit après un alinéa sur les travaux en question. Donc on est bien au fait que la loi telle que nous l'avons votée est très claire. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais à ce stade, il me paraît en tout cas inenvisageable que les fonds aillent vers d'autres destinations que celles qui sont inscrites dans la loi. Donc, ne serait-ce que par rapport aux donateurs, ça n'a jamais été précisé que ça allait servir à autre chose. Je referme la parenthèse pour ne pas vous mettre en difficulté plus que ça, mais je constate quand même que c'est cela. Donc, j'imagine que vous allez respecter la loi que nous avons votée, par définition, et la Cour des comptes sera là pour le vérifier. Je dis ça par rapport à une parole qui a mis le feu du fait que les dons pouvaient éventuellement servir à payer des salaires. Je me permets d'insister parce que vous êtes le garant, la Fondation est l'une des garantes de l'utilisation des dons. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure à juste titre, on va auditionner d'autres fondations. Fondation Notre-Dame, spontanément, les gens se disent, ça va aller pour Notre-Dame. Et donc, il faut que la parole soit claire pour tous ceux qui ont donné et ceux qui seront appelés encore à donner. Et donc, je rappelais cet article qui, pour moi, ne laisse nul doute au doute, si je puis dire.
on ne saurait mieux le dire que cet article 2 qui est parfaitement clair. Maintenant, il y a eu un premier conseil d'administration qui s'est tenu installant l'établissement public. Je peux supposer, sans en connaître le détail de l'ordre du jour, que ce sera un point discuté au conseil d'administration numéro 2 qui devrait avoir lieu en mars, je crois, c'est-à-dire très bientôt. Je vous remercie. Est-ce que sur les financements que vous êtes amenés enfin, sur ce que vous êtes amenés à financer, donc on est bien d'accord que vous, il y a également le mobilier qui rentre qui est le mobilier qui est à l'intérieur de Notre-Dame et qui aurait besoin de restauration ou autre. On est bien d'accord, puisque c'est d'ailleurs dans le cadre de la loi. Donc vous pouvez contribuer à cela dans les dons. Le mobilier liturgique non classé qui est à la charge du diocèse de Paris et qui revêt un intérêt général du fait d'éléments de décor, oui, nous pouvons le financer parce que nous collectons, mais pas au titre de la restauration, évidemment. Hein. De même que les chapelles, en fait, feront l'objet... je me tourne vers Jean-Michel, c'est ça? C'est ça. Allez-y, je vous prie. Oui, clairement, il y a... Oui, donc il y a tout le mobilier qui est mobilier par destination, donc qui relève, par exemple, le vœu de Louis XIII, appartient, si l'on peut dire, à l'édifice en tant que mobilier par destination. Il se trouve par ailleurs que les juristes font une distinction entre ce qui est mobilier par destination et un certain nombre d'autres éléments, par exemple les tableaux dans les chapelles, ou les chapelles qui effectivement ne relèvent pas de la responsabilité de l'État, de façon, au titre de la loi de 1905, interprétée par le Conseil d'État, et qui pour autant vont devoir faire l'objet de travaux, parce qu'on n'imagine pas effectivement qu'on ait d'un côté restauration du bâtiment et puis que le reste soit laissé de côté avec couvert de suie. Donc il va falloir le faire. Est-ce que les conventions qui sont prévues entre l'établissement public et différentes personnes morales, je pense à la mairie de Paris ou l'affectataire, peuvent permettre de prendre en charge ces travaux-là, de votre point de vue ? Oui, nous avons convenu avec quelques-uns des plus grands mécènes qu'une petite partie, c'est 5% de leurs dons, pouvait servir à d'autres projets que la restauration de l'édifice à proprement parler. Donc des éléments de décor, enfin, ils ne sont pas la toiture ni la charpente, ça peut en faire partie. Mais nous pensions également, quand nous avons discuté de ces aspects-là avec eux, à cette exposition que nous souhaitons pouvoir tenir dans une aile de l'Hôtel-Dieu, cet aménagement du parvis pour accueillir les touristes et les pèlerins un peu correctement. Voilà, c'était ce genre de choses auxquelles aussi nous pensions, ainsi que le soutien à musique sacrée. Ça fait l'objet de discussions avec l'établissement public, avec la préfecture à l'heure actuelle. Ce projet que vous avez sur le parvis avec l'Hôtel-Dieu. Alors sur le parvis, oui, bien sûr, avec la préfecture. Ça se discute dans l'enceinte de l'établissement public ou avec vos partenaires qui sont la préfecture, la ville de Paris, l'Hôtel-Dieu? Avec les partenaires. Voilà, ça sort de l'établissement public, c'est hors... C'est avec eux, avec la ville et la préfecture que sont discutés, avec la ville pour le parvis, puisque le parvis appartient à la ville. Il y a des questions d'ordre public évident, puis il se trouve que la préfecture est en face, alors elle ne peut pas ignorer le sujet. Et s'agissant de l'Hôtel-Dieu, c'est la PHP à titre principal, propriétaire, avec lesquels les discussions ont lieu. Mais de fait, c'est en dehors du dispositif de la souscription. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont fait les mécènes ont communiqué sur un montant de dons et finalement, vous en ont affecté une partie dans le cadre de la souscription et un pourcentage en dehors de la souscription pour ces projets. C'est bien ça. Le principe a été arrêté dans les conventions, mais nous devons revenir vers les mécènes pour qu'ils acceptent les projets, ce qui est absolument normal. Ils se sont engagés, ils tiendront leur engagement, je n'ai pas de doute. En revanche, il faut qu'ils puissent accepter des projets que j'étais incapable de formuler courant avril et mai quand on a commencé à travailler sur tout ça, puisque le projet d'exposition, qui est le sens de la cathédrale à travers les âges, si je résume à l'extrême, n'était pas du tout travaillé au point où il l'est aujourd'hui. Et vous travaillez aussi avec l'Ordre des architectes qui nous a fait part d'un projet qui, je pense, est annexe au vôtre, qui est la mise en valeur des métiers d'art. C'est ensemble que vous faites ce projet où les deux vivent parallèlement. Alors sur les métiers d'art, en revanche, je crois, et l'établissement public vous le redira mieux,
donc sur les métiers d'art, il y a un article de la loi, comme vous le savez, lié à la formation. Et plusieurs corps sont associés à cela. Nous avons, en termes d'affectation de dons, JC Deco qui a fait un don donc, de 10 millions d'euros, sauf erreur de ma part. Et il y a une partie qu'il souhaite voir affectée au métier d'art précisément. Les donateurs, parce que j'ai bien compris que vous étiez plutôt une fondation qui a plutôt un ADN social au départ, que le patrimonial, la dimension culture patrimoine est arrivée un peu dans un second temps, que ce n'était pas le cœur de votre activité. Donc, ma première question, c'est sur le choix de la part de l'État d'avoir confié à la Fondation Notre-Dame, avec la Fondation du patrimoine et les deux autres, le soin de collecter une partie des donations. Est-ce que c'était une discussion qui faisait suite à une proposition de votre part de vous investir sur ce sujet-là, ce qui paraît assez normal, du fait même du nom de votre fondation? Ou est-ce que ça a été, comme c'est l'État qui est venu vous chercher? Donc, premier sujet. Et deuxième sujet, est-ce que dans les grands mécènes, je pense à Arnaud, Pinault, enfin les familles ou les familles Bouygues, sont passés uniquement par vous, ou ont réparti leurs promesses de dons entre les différents organismes ou fondations qui collectaient Sur votre première question, nous avions une antériorité en fait sur la cathédrale qui était la création de ce fonds dont j'ai parlé, vous savez, avant l'incendie, qui nous a amené à avoir une convention cadre que nous avions établie du temps de la mandature de Monsieur Hollande, qui s'achevait, c'était à la fin de sa mandature, et où nous avons établi une convention cadre avec la DRAC pour permettre justement ce mécénat sur la cathédrale. Donc c'était un précédent qui n'avait jamais existé et qui était le cadre à une poursuite de la collaboration. Et c'est sur le base de cette convention cadre qu'on a quand même largement revu après l'incendie que ce travail a pu se faire. Donc l'État n'est pas venu nous chercher puisqu'on était là déjà. Exactement. Et donc sur le deuxième aspect de votre question, s'agissant des grands mécènes, oui. Alors, donc, s'agissant de messieurs Pinault et Arnaud, JC Deco, la réponse c'est non. Et Bouygues également, ils ont donné en totalité à la Fondation Notre-Dame. En ce qui concerne AXA, que je n'ai pas encore cité, a scindé son don entre deux organisations de collecte, donc a créé une fondation d'entreprise, issue de l'entreprise AXA, du groupe AXA, sous égide de la Fondation Notre-Dame, en apportant 5 millions d'euros. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire précisément? Non, voilà l'essentiel. Si vous en êtes d'accord, enfin, à moins que vous ayez d'autres questions, peut-être à préciser, puisque on enchaîne notre audition. Est-ce qu'il y avait des éléments que vous auriez souhaité apporter sur lesquels nous ne sommes pas revenus, sachant que si vous en êtes d'accord, on sera peut-être amené à, notre mission étant au moins jusqu'à la fin déjà de notre mandat, à faire un point régulier. D'abord, nous sommes à votre disposition pour vous auditionner quand vous le souhaitez et savoir déjà aujourd'hui. Et puis après, c'est peut-être plus à titre personnel, mais en tant que député de Paris et conseiller de Paris, j'aurais à cœur aussi un moment peut-être que vous ayez l'occasion de présenter aux élus de la capitale, après les municipales, peut-être les projets sur lesquels vous travaillez dans le cadre du Parvis, mais je pense que ça nous intéresserait aussi avec Raphaël, je pense, de voir un peu concrètement ce que ça peut être aussi. Ça serait très intéressant pour nous. Voilà. Merci. On est à votre disposition à Paris sur les autres projets également. On travaille beaucoup actuellement sur la Madeleine et quelques autres grands sujets. dont on d'ailleurs... Oui, je vous en prie. Non, c'était juste aussi ce que dans le cadre de cette audition de la mission parlementaire, là, par rapport à... Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui des choses que vous auriez souhaité dire? C'est ça qui est important pour que... Oui, ça fait un bon lien avec votre question d'ailleurs. En fait, et souvent on a dit dans le cadre du patrimoine en France en général, mais la cathédrale est une pompe aspirante pour le patrimoine, ça va sécher les dons, mais même au-delà du patrimoine, j'ai rencontré quantité de
de personnes qui cherchent des fonds pour des sujets complètement différents, qui étaient embêtées de tout ça. S'agissant du patrimoine, en tout cas, je peux témoigner de l'intérêt que ça a pu éveiller ou réveiller sur d'autres projets. Vous voyez, on travaille actuellement sur un gros projet sur la Madeleine pour un mécène qui a estimé qu'il y avait beaucoup de choses sur la cathédrale déjà. Personne ne sait combien il faudra, on le saura en décembre prochain, comme vous le savez, pour la cathédrale. Et voilà, c'est un mécène qui va se manifester pour une église compliquée à restaurer. On avait du mal à trouver du mécénat. Et l'incendie a provoqué ce qui n'a pas été provoqué avant. Donc un malheur, quelque chose de bon, comme dit l'adage. Et ça a éveillé un certain nombre de choses. Combien de temps ça durera, moi, je ne peux pas le prévoir. Mais en tout cas, c'est une réalité dont je peux témoigner. C'est ce que je voulais dire. Et puis, en finale, par rapport à votre question, moi, je voudrais revenir sur... mais vous avez posé un certain nombre d'interrogations à ce sujet, sur vraiment l'extrême importance de l'information auprès des donateurs. C'est pas une clause de style parce qu'il y a de l'argent et qu'il faut informer. Ben oui, évidemment, mais ça doit aller vraiment beaucoup plus loin. Et la qualité de cette information, on la doit aux gens qui ont donné 10 euros ou 10 000 ou 100 000 euros, ou voire plus. Et la qualité de l'information, c'est pas forcément un descriptif technique des projets, mais c'est dire les problèmes qu'on rencontre. On n'imagine pas des projets pareils sans difficulté. Et donc, je pense qu'il ne faut pas les masquer, il faut dire aux gens la vérité. Et s'il y a des problèmes, eh bien, il faut les évoquer. Et si nous ne les connaissons pas en détail, eh bien, nous aurons du mal à les expliquer. Vous voyez, comme c'est un chantier qui va durer plusieurs années, je pense que ces jalons-là, ils doivent être posés tout de suite. C'est pourquoi nous sommes aussi là pour être réceptacle éventuellement de dysfonctionnements qui pourraient exister suite au vote de la loi. Écoutez, on vous remercie beaucoup. On se réjouit de cet appel d'air en direction du patrimoine. Je vous ai apporté les lettres et très on vous courtes dit, qu'on a adressées aux donateurs pour information. Très bien. Les deux premières. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci.